Voilà, donc c'était pour vous donner le contexte, parce que c'est important dans cette alliance bâtiment circulaire qu'on s'inscrive bien dans un contexte avec ce changement de paradigme. On ne se contente pas de réemployer une fois et ensuite de faire comme d'habitude. On se contente vraiment d'imiter la nature, d'avoir une approche vraiment biomimétique pour pouvoir faire en sorte que les matériaux qui sont utilisés puissent être récupérés, régénérés et réintégrés dans les processus de production pour refaire de la moquette à partir de moquette, ou du filet de pêche en nylon à partir de moquette en nylon, ou on va le voir par exemple ici, un processus de régénération circulaire du plâtre. Voilà ce que je voulais vous donner comme information pour donner le contexte. Et là maintenant, je vais donner la parole donc, à Sarah et à Sébastien. Donc Sarah, comme je disais, qui est responsable du service écoloplâtre chez Signat au sein du groupe ETEX, et Sébastien Biller, donc, qui est directeur de développement au sein de Ritling Revalisation. Je leur laisse le soin de se présenter et puis de partager leur écran pour qu'ils puissent nous partager le processus de régénération circulaire du plâtre qui existe grâce à eux. Sarah, c'est à vous. Oui, et puis vous pouvez partager votre écran et ça sera parfait. Bonjour à tous. Déjà, pour commencer, pour me présenter, donc, je suis la responsable du service chez ETEX depuis quelques années maintenant. Donc, je vous expliquerai dans la présentation le service EcoPlâtre. Je suis accompagnée de Sébastien Biller, qui est directeur du développement chez Ritling Valorisation, qui est notre partenaire transformateur de déchets de plâtre en France. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? Parfait. Ok. Donc, Sébastien, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose au préalable? Non, c'est parfait. Bon, très bien. Donc, je débute cette présentation. Donc, juste pour vous situer, le groupe ETEX, jusqu'au 1er janvier, nous étions la société Signat, qui faisait partie du groupe ETEX, qui est un groupe industriel national belge. Et au 1er janvier, les sociétés Signat et Promat ont fusionné. Donc, maintenant, en France, au niveau industriel, on s'appelle ETEX France Building Performance, mais nous continuons à commercialiser les produits sous les marques Signat et Promat. Donc, nous sommes producteurs et on commercialise des matériaux et des systèmes de construction à base de plâtre et pour la protection passive contre le feu. Nous avons également, comme je vous le disais précédemment, un service de recyclage des déchets de plâtre. Ce service s'appelle EcoPlâtre. Et puis, je vous ai mis quelques dates pour vous situer un peu dans le temps notre implication dans toutes ces démarches environnementales. En effet, dès 2008, nous avons signé avec l'ensemble des industriels du plâtre une charte d'engagement pour développer la filière du recyclage des déchets de plâtre en France. Ce qui nous a permis en 2012 d'ouvrir nos ateliers de recyclage aux déchets de chantier et de créer ce partenariat avec Ritling Revalorisation pour nous préparer les déchets de plâtre sur notre usine de l'Est de la France. Ensuite, toujours dans ces démarches environnementales, en 2015, tous nos sites de production de plaques de plâtre ont été certifiés 14001. Le périmètre de la certification prend également en compte les ateliers de recyclage interne. 2016, on s'est engagé de nouveau avec l'ensemble des industriels du plâtre en France dans un engagement pour la croissance verte avec l'État pour continuer à développer cette filière qui était déjà en croissance, également faire remonter les freins qu'on pouvait rencontrer sur le terrain et puis aussi mettre en avant les bonnes évolutions et les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place depuis 2008.
Et pour finir, les deux éléments clés, on va dire, qui viennent un peu fermer la boucle de toutes ces démarches environnementales, c'est 2017, Signet a été le premier industriel labellisé Cradle to Cradle sur l'ensemble de sa gamme de plaques de plâtre. Et cette labellisation a évolué de niveau. En 2019, nous sommes passés niveau bronze. Donc, on continue à travailler sur tous ces sujets afin d'avoir un impact environnemental la plus neutre possible. Donc, déjà, pour commencer, peut-être vous expliquer pourquoi il est intéressant de recycler des déchets de plâtre. Donc, nous, on a choisi de développer ces solutions-là pour, d'une part, préserver les ressources naturelles en gypse. En effet, on a nos propres carrières de gypse donc, qui servent à faire les plaques de plâtre, le gypse étant la matière première. Et plus on va recycler des déchets, moins on va extraire le gypse des carrières. Donc, ça permet de préserver ces ressources. Ça nous permet également de réduire l'impact environnemental de nos produits depuis l'extraction du gypse jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, tout au long du cycle de vie, on réduit cet impact. Ça permet également le recyclage de répondre à la réglementation. On vous parlera plus en détail de cette réglementation après, mais le plâtre en tant que déchet est non dangereux, non inerte. Donc, au niveau réglementaire, cela demande de gérer ce déchet de manière très particulière, notamment de ne pas le mettre en mélange avec des déchets dégradables. Et on va dire le point le plus important est que les déchets de plâtre sont recyclables à l'infini. Donc voilà aussi tout l'intérêt d'envoyer ces déchets dans des filières de recyclage pour reproduire de la plaque de plâtre. Donc pour avoir un peu une idée très simple de la chimie du plâtre, donc on extrait en carrière une roche qui s'appelle du gypse, qui est du sulfate de calcium dihydraté, donc qui contient naturellement de l'eau. On va avoir besoin de plâtre. Pour cela, on va le sécher en enlevant l'eau dans ce gypse. Ensuite, pour faire la plaque de plâtre, grossièrement, on va le sursaturer en eau, ajouter les ajouts nécessaires aux caractéristiques techniques de la plaque de plâtre voulue, qui va nous donner une pâte qu'on va former entre deux feuilles de carton. Et ensuite, par séchage, on obtient une plaque de plâtre. Mais au final, quand on a du gypse auquel on enlève de l'eau, on rajoute de l'eau et on réenlève de l'eau, on obtient de nouveau du gypse. Donc, de manière générale, on parle tout le temps de plaques de plâtre, mais si on voulait être un peu puriste, on pourrait parler de plaques de gypse. Et c'est pour cela qu'on arrive à recycler du plâtre à l'infini. C'est juste un changement d'état chimique qui permet cela. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Sébastien qui va revenir sur les risques environnementaux et un peu la réglementation liée à ces déchets de plâtre. Oui, bonjour. Alors, je vais rapprocher un peu le micro. Donc, pour aller dans la suite de ce qu'a dit Sarah, comme il y a vu, la transformation du gypse est un élément certes mécanique, mais aussi chimique. Et bien sûr, évidemment, ce gypse qu'on retrouve dans la nature, il va se décomposer et se transformer. Ce qui engendre des risques environnementaux. Alors, les plus connus, c'est le développement de l'excidia, lié bien sûr à l'interpellation du déchet. Alors, comme indiqué sur le slide, on peut voir qu'il peut se dissocier en CA2+, ou en SO4-. Et quand vous le trouvez dans la nature, ou plutôt vous l'enfouissiez, parce que c'est la problématique complémentaire, mais ça on verra ça tout à l'heure, que si vous l'enfouissiez dans une zone non réglementée, vous avez une pollution des nappes phréatiques, notamment liée à la dureté de l'eau et à l'acidification de cette mémo. Alors, aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc le plâtre est constitué de calcium et de sulfate. Et si vous l'enfouissez, donc
dans un milieu sans oxygène, donc un milieu ce qu'on appelle dit anaérobie. Tout simplement, la nature va faire son travail. Donc, les petites bactéries vont simplement attaquer le plâtre et il va y avoir formation de H2S. Alors, donc, l'H2S pose un vrai problème environnemental, puisque déjà, d'une part, c'est un gaz inflammable, c'est un gaz qui sent mauvais, hein, c'est du soufre, hein, donc ça sent le gaz pourri. Et dans des centres d'enfouissement qui sont pour la plupart, maintenant on commence à être de plus en plus équipés de systèmes de captage du méthane, donc de CH4, ça pose des problématiques de gestion puisque le CH4 et la H2S ne font pas bon ménage. Et on verra par la suite, on verra un peu TGAP, mais donc c'est un impact même sur la gestion de la taxe et donc forcément des coûts de fonctionnement. Voilà. Vous avez voilà. Donc, que dit la réglementation? Donc, suite à ce constat, la réglementation a été surtout assez durcie. Alors, pour information, la réglementation d'interdissement de l'enfouissement du plâtre n'est pas de 2007, mais bien de 2006. Elle a été renforcée par l'arrêté du 15 février. Donc, qu'est-ce que dit cet arrêté? L'arrêté, il dit qu'un déchet de plâtre est d'abord constitué d'au moins 95% de masse de plâtre, sous-entendu bien sûr de gypse. Que cet article, et l'article 51, précise aussi qu'un déchet de plâtre ne peut être enfoui qu'à la condition qu'il soit stocké. Alors le terme d'enfouissement, ce n'est pas le terme administratif, le terme c'est stockage. Qu'il soit stocké dans un casier dédié, c'est-à-dire la même procédure qu'un casier amiante. Si ce déchet n'est pas enfoui dans ce type de casier, donc dans une classe 2 équipée de cet équipement, le producteur du déchet ou le gestionnaire de ce centre d'enfouissement doit et devra payer une taxe généralisée d'activité polluante qui peut aller jusqu'à 150 € de la tonne, et ça sans compter le fonctionnement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le TGAP, donc n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai par la suite, mais c'est une taxe qui est appliquée à toutes les entreprises qui génèrent une activité plus ou moins polluante, et cette taxe est collectée par les douanes. Alors, il faut savoir que parallèlement à l'approche réglementaire, il y a eu comme des engagements au niveau institutionnel, puisque l'État s'est engagé auprès de différents syndicats professionnels, en l'occurrence le SNIC et le FEDEREC, qui nous concerne directement, puis le SRDTP, justement pour valoriser un certain nombre de déchets qui, pour la plupart, sont issus aussi du bâtiment. Alors, les 4 engagements pour la cause verte qui ont été portés en 2016 sont la valorisation et l'objectif des déchets mineurs du bâtiment. Alors, c'est environ 46 millions de tonnes de déchets du BTP qui sont générés par an en France. Ça vous donne un peu une idée. Alors, pour vous donner aussi une ordre de grandeur, vous mettez entre 3 et 5 tonnes dans une benne. Ça vous donne le nombre de bennes que vous pouvez avoir dans déchetterie. La valorisation donc, du déchet de bois, qui sont ici du bâtiment, et bien sûr le verre. Et quatrième point, et celui qui me concerne plus particulièrement, c'est effectivement les déchets de plâtre. Donc, cette filière, comme je vous le disais, elle existe depuis 2012 chez Signat Etex, en partenariat notamment avec Ritlang Revalorisation. Si vous regardez un peu le graphique, l'histogramme, on voit que c'est une filière qui est en croissance tous les ans depuis 2012. On a recyclé en France, dans nos ateliers, 218 000 tonnes depuis 2012, avec une très belle croissance, notamment en 2019, avec près de 40% en plus recyclés par rapport à 2018.
Ces bons résultats sont rendus possibles notamment en bonne partie grâce justement à ce partenariat avec un industriel comme Rhittlang Revalorisation. Et ce qu'on a recyclé en France chez Etex Rhittlang, c'est 50% de ce qui a été recyclé par l'ensemble de la profession des industriels du plâtre. Donc, l'organisation de la filière, donc, elle s'organise autour de deux modèles qu'on peut considérer comme complémentaires. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le service écoplâtre qui est un service propre chez qui globalement consiste en la possibilité d'apporter directement des déchets de chantier dans les ateliers de recyclage des sites ETEX. Et le deuxième modèle est le partenariat avec Rhittlang Revalorisation. Donc, dans ces deux modèles, nous avons des cahiers des charges qui vont être différents, mais totalement complémentaires, ce qui fait que en fait, les deux modèles fonctionnent bien ensemble. Donc, je vais d'abord vous expliquer le service écoplâtre pour que vous voyez un peu en quoi ça consiste. Donc, chez Etex, nous avons aujourd'hui, on a 4 usines de production de plaques de plâtre et 3 d'entre elles ont des ateliers de recyclage intégrés. Donc, à Auneuil, dans l'Oise, donc à côté de Louvet, Carpentras dans le sud-est, Vaucluse, et Saint-Loubès au nord de Bordeaux. Ces 4 ateliers de recyclage sont approvisionnés en déchets par l'ensemble du territoire national. Et cela est rendu possible en fait depuis 2012 grâce à un maillage du territoire en points de collecte et de massification en créant des partenariats avec les collecteurs de déchets, car ce sont eux les premiers professionnels de la collecte et du transport des déchets, ce que chez Signat, nous, on ne savait pas faire. Et ce n'est pas notre métier. Et depuis le début de cette filière, on a créé d'autres partenariats qui peuvent être aussi avec des entreprises plaquistes qui utilisent nos produits, des déconstructeurs qui ont des chantiers bien spécifiques avec des demandes vraiment de déconstruction et de dépose des matériaux en plâtre, des industriels qui utilisent soit des plaques de plâtre, soit du plâtre sous diverses formes, et encore plus récemment des collectivités qui ont réussi à mettre en place des bennes dédiées en plâtre sur certaines déchetteries et qui peuvent les importer directement dans nos ateliers de recyclage. Bien sûr, on a un cahier des charges qui est à respecter. On va dire que ce cahier des charges concerne des déchets de plâtre qu'on peut qualifier de simples. En effet, vous pouvez voir l'ensemble des déchets que nous sommes capables de recycler. Donc, on peut recycler tout type de plaques de plâtre, quelle que soit la caractéristique. Les cloisons alvéolaires également. Donc, les cloisons, c'est les 2 plaques de plâtre entre lesquelles il y a du carton ondulé. On sait également recycler les carreaux de plâtre. Par contre, en interne, chez nous, chez Etex, on ne sait pas recycler les complexes de doublage avec le polystyrène ou la laine de roche. Donc, on est plutôt spécialisé sur les plâtres qu'on appelle simples. Donc, comment ça fonctionne, ce service écoplat? Donc, les déchets sont soit sur le chantier d'une entreprise, soit au dépôt de l'entreprise, dans une déchetterie. Ils sont amenés en atelier de recyclage, soit directement, soit par le biais d'un collecteur de déchets. Tout ça avec le respect du cahier des charges. Nous, en usine, en atelier de recyclage, on a un contrôle qualité avant déchargement et après déchargement du camion. Ce contrôle qualité est extrêmement important pour assurer derrière la qualité de nos produits. Grossièrement, on va broyer ces déchets, ce qui va nous permettre de séparer le plâtre du papier. Le papier va partir dans des filières de valorisation et le plâtre reste sur nos sites
pour être réintégré dans la production de nouvelles plaques de plâtre. Et puis après, ça repart en vente et la boucle peut continuer. Donc, nous, chez ETEX, on se propose d'accompagner tous les collecteurs de déchets qui souhaitent proposer des solutions de collecte du plâtre à leurs clients. On accompagne les plaquistes pour leur trouver des solutions, les déchetteries, enfin, vraiment toute personne qui possède à un moment donné du déchet de plâtre. Chez Signat, on va les accompagner pour trouver la bonne solution pour que ce plâtre revienne dans la production de nouvelles plaques de plâtre. Donc, voilà un peu le service écoplâtre. Maintenant, je vais laisser la place à Sébastien qui va parler de cette filière complémentaire avec Ritlang Revalorisation. Le partenariat ETEX-Techlim a commencé effectivement depuis 2012, mais dans la réalité, les discussions ont commencé déjà en 2011, à l'époque où Signat ne savait pas encore Signat, hein, c'était encore le groupe Lafarge de Plâtre. Donc on avait eu l'idée à un certain moment de développer une entité qui serait capable de fournir la matière à l'usine de Haute-Marsal, qui est située à côté de Mulhouse. Alors, c'est effectivement un savoir-faire historique, puisque l'idée était de... Ah, je crois qu'on est vers les 5. C'était effectivement de pouvoir développer un cahier des charges qui soit plus large de ce qui se faisait actuellement. Donc, on avait des filières qui étaient concurrentes, mais qui étaient plutôt restreints. Et nous, le postulat, nous, était de dire que ce n'était pas entre guillemets aux clients de s'adapter aux besoins, mais plutôt à nous. Donc, on a d'abord recherché à vraiment travailler sur la partie tout ce qui était gamme de production. Donc, avant même d'acheter ou de développer une machine, on s'est d'abord intéressé à ce qui se faisait au sein de l'usine et on a travaillé avec les techniciens de l'usine. Je me souviens, on était resté pratiquement 6 mois avec les techniciens de l'usine justement pour réfléchir sur les modes de contrôle et notamment les modes qualité et tout ce qu'on allait pouvoir faire en fonction d'un déchet qui était pour le coup beaucoup plus large. Alors ça sous-entendait aussi un vrai travail de réseautage, puisqu'on a dû trouver une vraie complémentarité sur les territoires sur lesquels on allait traiter le gisement, et ça sous-entendait avoir un triptyque, ou plutôt un triptyque gagnant qui était entre l'industriel, le producteur du déchet, qui pouvait diviser en plusieurs parties, notamment au niveau des collectivités et des domiceurs et bien sûr du professionnel de la plaque de plâtre. Et à cela, développer aussi des plateformes de massification, puisque le raisonnement du groupe était non pas de penser sur la mobilité du groupe, mais plutôt en complémentarité à ce que faisait ETEX et d'apporter plutôt des réponses, on va dire, territoriales ou régionalisées. Donc le cahier des charges, effectivement, on s'est basé sur le même, mais la différence près, c'est qu'on a installé deux qualités, donc ce qu'on appelait le plâtre simple, ce qu'on a vu tout à l'heure, et maintenant le plâtre complexe. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité à traiter tous les déchets existants dans la nature. Alors ça, c'est qu'un panel, hein, un panel existant, mais ça a une main encore plus large parce que l'idée, c'était à partir du moment où il y a du gypse, on sait le faire. Donc, on a commencé bien sûr par pouvoir traiter des doublages, en tout cas des plaques de doublage en polystyrène, puis par la suite avec de la laine de roche. Et après, on s'est intéressé sur des choses un peu plus complexes comme les plaques par feu, les vinyles, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Alors, pour la petite parenthèse, je n'y apparaît pas, mais là récemment, on a réussi à gérer un chantier où on a été capable même de fracturer hydrauliquement du plâtre qui était situé sur des briques, hein, dans un bâtiment historique, et on a récupéré cette matière. Alors, seulement de la préparation, hein, bien sûr. On est plus dans une logique de gestion de process que de gestion mécanique de la matière. Alors, donc, comme dit indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'entreprise date de 2012. Hein. Alors, c'est une entreprise à capital familial. C'est une SAS avec d'importants partenaires industriels, alors en amont mais comme en aval. Donc en aval, bien sûr, Signat et historique. Alors
Comme ça, pour à titre informatif, on est capable de fournir à Haute-Marseille les 30 000 tonnes de matière recyclée. On peut le dire aussi, hein, très clairement, on est les premiers en France hein, en termes de captage de gisement, malgré des prix de traitement qui sont plus importants, mais parce qu'on a une valeur ajoutée aussi qui est liée à ça. Et surtout, grâce à notre partenaire Signat, on arrive, en tout cas sur Marseille, on a réussi à faire des plaques qui comprenaient jusqu'à 40% de matière recyclée. En moyenne, on tourne sur la fabrication entre 30 et 40% de matière recyclée, c'est quand même relativement important. On a fait des tests qui ont été au-delà et qui ont aussi fonctionné, mais après ça pose d'autres problématiques en termes de gestion de production. Là, on est en train de renouveler aussi les essais sur d'autres usines de Signat, et il semblerait qu'on soit très confiant par rapport à l'avenir, à la capacité d'augmenter la part du recyclage sur les process de fabrication. Alors, là, vous voyez en photo, en fait, un petit résumé de nos moyens de production. Donc, à droite, vous avez la table de tri avec le personnel qui travaille. Alors, nous ne sommes pas des collecteurs de déchets. Nous ne sommes pas des entités qui fait du tri de déchets du bâtiment sur tri. Voilà, que l'image ne porte pas confusion. C'est juste qu'on a des processus, des procédures de sécurisation de la matière qu'on a développées d'ailleurs en partenariat avec Signat, hein, qui sont d'ailleurs, on peut le dire, assez récents, mais très performants. On en parlera après tout à l'heure. Et là, on est plutôt sur un contrôle visuel, justement, pour ressortir, on va dire, les derniers éléments exogènes qui pourraient se retrouver dans la matière. Alors, on a un laboratoire qualité, donc on mesure notamment la concentration de sulfate de calcium, mais surtout, on a des partenariats avec des laboratoires pour mesurer en temps réel, et je pense être les seuls, je pense que nous sommes les seuls avec Signat à le faire aujourd'hui en France, voire même en Europe, à être capable de contrôler la présence de fluorure d'amiante directement en production. Ce qui veut dire que le camion que vous voyez en bas, qui est un camion complètement dédié à la livraison de gîtes recyclés, c'est ce type de camion qui tourne 4 à 5 fois par jour sur l'usine de Marseille. Ne peut partir qu'à partir du moment qu'on a le feu vert, de notre laboratoire qualité sur le départ ou pas de cette matière. Alors, comme ça, à titre informatif, on est capable de connaître le résultat entre 1 heure, 1 heure et quart maximum. Et on a une capacité de production aujourd'hui de 150 tonnes jour de matière sur l'usine de Strasbourg. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'une des clés de notre succès a été la capacité à travailler vraiment sur le local. Donc on a clairement pensé notre activité comme un système productif local. Alors pour rappel, hein, la gestion du déchet n'est pas une petite activité, hein, c'est une activité qui est très professionnalisée. Les chiffres de l'ADEME le prouvent, hein, on est à 108 000 emplois directs en France, plus ceux qui viennent en direct. Alors nous, très clairement, on fait travailler plus de gens qu'on travaille, nous, dans l'usine. Hein. Ça, c'est très clair. Et donc, c'est pour ça qu'il était important d'avoir un support, en tout cas un lien ou un réseautage économique très important avec différents partenaires. Les exemples sont simples, là, ça veut dire que, comme nous ne sommes pas collecteurs, ben, on a besoin de prestataires sur le transport routier, sur la location d'aide, sur la fourniture, bien sûr, d'achat d'équipements de matériel, puisque même si c'est un procédé que on a nous-mêmes pensé, évidemment, on n'a pas notre propre usine de fabrication, donc on est obligé d'acheter du matériel au fil de l'eau. La maintenance, on a une petite entité de maintenance, mais tout ce qui est, on va dire, de très haut ou de forte valeur ajoutée ou très haut niveau, comme l'électricité, ce genre, on fait passer soit par des entreprises spécialisées, ou voire même on fait appel à des bureaux d'études si on veut faire une amélioration de certains de nos procédés. Voilà. Alors, le modèle, il est clair. Collecte, traitement, transformation. On ne se permettra jamais
de dissocier. En fait, on raisonne supply chain. On a toujours raisonné comme étant des éléments à part entière de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que sur notre partenariat dans l'Est de la France, on a travaillé et on s'est positionné comme étant une chaîne à part entière, enfin plutôt un anneau à part entière de la chaîne qui permettait la fabrication de la plaque de place sur l'usine de Marseille, tout simplement. C'est pour ça que la partie collecte, on travaillera toujours en partenariat avec des gens pour qui c'est le métier. On n'achètera jamais des belles, on ne mettra jamais en place des baies d'empirole et on ne répondra jamais à un marché en public si le marché ne fait pas, ou plutôt n'aboutit pas le traitement et qu'il dissocie complètement de la fonction collecte. Donc, en rien de collecte, et bien évidemment la transformation et du métier de nos collègues de Marseille, de chez Signat. Donc, ce qui veut dire qu'en ayant un raisonnement comme ceci, évidemment, on ne peut pas se développer tout seul. Ça veut dire qu'il faut vraiment trouver une vraie synergie entre les différents acteurs territoriaux, qui soient opérationnels, hein, comme les syndicats de traitement de déchets, ou tout simplement les institutionnels en charge du déploiement des plans régionaux, par exemple. Mais aussi, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir de la coopération avec des acteurs tierces sur la partie recherche et coopération industrielle, en l'occurrence SINES. Alors, on a développé le besoin, très clairement. Il existait effectivement une filière qui était concurrente à la nôtre, mais qui avait ses exigences parce que c'était son histoire. On a pris un risque, c'est vrai, très clairement, on a pris un risque, hein, c'était assez audacieux de la part de travailler avec Signat et de dire on essaye de changer un peu le paradigme. Mais au final, on s'est rendu compte que, en créant ce besoin, on a répondu à vraiment pour le coup, on peut dire, des besoins latents, hein, des collectivités et des professionnels. Ces besoins, c'est d'une part, bien sûr, la réglementation, hein, qui est liée à la réglementation, c'est-à-dire la réponse à la réglementation. Qui plus est, cette réglementation va augmenter et on verra par la suite, va même aller plus loin puisqu'on parle aujourd'hui d'une création d'une REP et d'une gestion de la filière par un éco-organisme. La maîtrise des coûts, puisque très clairement, une collectivité territoriale, par définition, elle n'a pas le droit de faire de bénéfices, donc son investissement doit être en équilibre à son fonctionnement. Et ce qui veut dire aussi, c'est que la TGAP, hormis en investissement, sur le fonctionnement n'est pas récupérable. Nous, on est capable de proposer des services sans TGAP. Ce qui est quand même intéressant quand vous êtes à la tête ou à la direction d'une collectivité, puisque quand vous êtes DGS ou directeur d'une collectivité, et je sais de quoi je parle, votre mission principale, c'est d'abord de sécuriser avant tout le budget. Sécuriser l'équilibre budgétaire de votre PCI. Sauf que quand vous avez des marchés qui vont jusqu'à 4-5 ans et que derrière vous ne savez pas comment va être gérée la TGAP, sur des tonnages relativement importants, ça devient vite très compliqué. Alors, il faut savoir que nous, on se positionne aussi, certes, en tant que prestataire de service, mais aussi on se positionne aussi en tant qu'assistant à maîtrise d'œuvre auprès des maîtres d'ouvrage publics, notamment sur la gestion de leurs déchets du BTP. Alors, sur la partie publique, on a eu un franc succès avec Signat parce que très clairement, on a des taux de captation qui sont supérieurs à ce qui se faisait par ailleurs, par d'autres acteurs, puisqu'on mesure aujourd'hui des capacités de captation entre 7 et 10 kg par habitant. Ce qui veut dire que quand on travaille sur un territoire, alors ça englobe bien sûr une partie du professionnel, mais quand on travaille sur un territoire, on est de l'ordre d'une captation de 700 tonnes à 1000 tonnes de déchets pour 100 000 habitants. Et on ne parle que du plâtre, bien sûr. Ce qui veut dire aussi que quand on est en partenariat, là je vous renvoie sur la slide précédente, ça veut dire qu'on travaille avec des gens pour qui la collecte et le transfert de déchets est leur métier. On arrive à proposer des solutions qui sont capables aujourd'hui de capter tous les déchets du BTP. Donc, ce qui veut dire qu'on anticipe même les besoins de l'arrêt de bâtiment
depuis plusieurs années, quoi. Sur la partie professionnelle, donc, comme vous l'avez pu comprendre, on est sur l'optimisation de la gestion du coût de déchets, puisque Sébastien, si oui. si je peux me permettre, en fait, si vous pouvez accélérer, parce qu'on voudrait, je crois qu'il reste encore 4 ou 5 slides et on voudrait en fait prendre quelques questions. Je vais passer sur les points rouges. Donc, être en phase de réglementation, ça va être de plus en plus problématique pour les professionnels, notamment sur la future loi, la REP, puisque les contextes ont été mis en place, et bien sûr, répondre sur les économies d'échelle. Et on peut passer au stade suivant. Oui. Si bien ça va. Voilà. Donc, en résumé, pour répondre à un besoin croissant, on a investi cette année 4,5 millions d'euros. On va tripler notre capacité de production, enfin de surface de production en Alsace. Alors, c'est un point qui n'est pas mis à jour, mais en fait, le site est un peu plus important. J'ai vu qu'il y avait des amis d'énergie qui étaient sur la liste, donc ils confirmeront. Et puis, on a effectivement un bâtiment, un siège social qui va se construire. Et aujourd'hui, on est sur le déploiement d'une entité en région parisienne en partenariat avec Signat. Très bien. Et donc, merci Sébastien pour conclure un peu sur la présentation de cette filière et du fonctionnement, et notamment sur avoir une idée des améliorations à venir et des perspectives d'évolution. Bien sûr, continuer à agrandir cette filière de recyclage. Les choses qui méritent encore beaucoup d'amélioration pour cette filière, c'est avoir davantage de tri à la source. Qui va permettre de mieux recycler les déchets de plâtre et d'en recycler davantage. Et il y a un grand besoin en termes de traçabilité et de caractérisation des déchets. C'est ce qui nous permet à tous dans la chaîne de la filière de garantir in fine un produit de qualité. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est vrai pour les déchets de plâtre, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres déchets du bâtiment. C'est un vrai point qui a été mis en avant dans tous les groupes de travail. Justement, Ricklang Revalorisation a mis ça en place, notamment sur la traçabilité pour les déchets d'amiante. Donc ça, c'est une super évolution qui mérite d'être déployée. Et puis, en termes de perspective d'évolution, je crois qu'on ne peut pas y couper. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est toute l'intelligence artificielle qui se crée autour justement de la traçabilité des matériaux et des déchets. Un petit exemple, nous avons mis sur nos sites de Saint-Loubès, donc Bordeaux et le site du Sud-Est, on a mis en place un Bordeaux dématérialisé grâce à la plateforme Track Déchets qui a été faite par le gouvernement. C'est la crise du Covid qui nous a poussé à mettre ça en place rapidement, mais c'est quelque chose qu'on souhaite de pérenne pour un peu limiter un peu les démarches administratives à imprimer des papiers, à les faire circuler de main en main. Avec cette plateforme dématérialisée, ça nous permettra d'avoir une traçabilité un peu plus sûre. Et puis, pour finir, dans les évolutions à venir, bien sûr, la filière va être impactée, la filière existante va être impactée par la responsabilité élargie des producteurs de déchets, notamment sur les déchets du bâtiment. Donc, en effet, hein, c'est vraiment le point le plus important dans les mois et années qui viennent. Il va y avoir la création très certainement d'un éco-organisme, d'où on les mettait sur le marché. Donc, nous, industriels, allons financer cet éco-organisme. La fin de vie des déchets issus de nos produits. Donc, tout ça va un peu modifier l'existant, mais va certainement permettre de développer encore plus la filière, et notamment avec des pratiques vertueuses.
Donc, si on va finir par là, donc comme le temps passe, donc on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Et puis je pense que le diaporama sera partagé, donc vous pourrez récupérer nos respectifs. En fait, vous pourrez accéder. Merci Sarah, merci Sébastien. Donc tout le monde pourra accéder à la vidéo puisque l'intervention a été enregistrée donc sur le site de psychlia.com dans la rubrique webinaire, Alliance Bâtiment Circulaire. Alors juste avant de se quitter, j'ai quand même deux petites questions de Laurane qui dit: est-ce que vous avez un estimatif de la quantité de matières premières extraites évitées grâce au recyclage? Oui, alors je peux répondre au titre de l'ensemble des industriels, des producteurs de plaques de plâtre. En 2019, on a recyclé 107 000 tonnes de déchets de plâtre. C'est au moins 107 000 tonnes qui ont été pas extraits en carrière. On sait aujourd'hui que le gisement de déchets de plâtre annuel varie entre, on va dire, 400, grosso modo, hein, c'est pas simple d'avoir des estimations de gisement très, très précis, mais entre 400 et 600 000 tonnes de déchets chaque année. Donc, on a des objectifs de recycler davantage, mais il reste encore pas mal de freins. Vous pourrez notamment aller voir sur les comptes rendus de l'engagement pour la croissance verte, des fois qui nous empêchent de récupérer ces déchets de plâtre pour être valorisés dans nos produits, nos plaques de plâtre. Et quelle est la production totale de plâtre en France, de plaques de plâtre? Oh là, vous me posez une colle. En tonnage à peu près, ou ne serait-ce que chez Signat, par exemple, pour voir la proportion entre la part récupérée et la part produite? Alors ça, je ne peux pas vous dire exactement. Clairement, hein, je pense qu'on est aux alentours, on n'atteint même pas les 10% entre ce qui est recyclé et ce qui est réellement produit en produit. D'accord. Après, on entend beaucoup. Ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que demain, si on arrivait à récupérer l'ensemble des industriels du plâtre et des transformateurs de déchets de plâtre, si on arrivait à récupérer l'ensemble des déchets de plâtre qui soient recyclés dans nos produits, on pourrait faire des plaques de plâtre 100% recyclées. En fait, c'est absolument impossible. Le gisement n'existe pas. Il faudrait construire et déconstruire tout le temps pour pouvoir faire cela. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, on ait des produits, des plaques de plâtre avec des taux de recyclé très importants. Donc, quel est un petit peu du coup l'objectif en termes de taux de recyclage de plâtre? Qu'est-ce qui est raisonnable aujourd'hui de votre point de vue, ou qu'est-ce qui sera raisonnable maintenant et dans les 5 ans à venir? Nous, entre ce qui, on va dire qu'aujourd'hui, au niveau national, on est aux alentours de 15%, avec des petites spécificités, comme le disait Sébastien tout à l'heure. Dans l'Est, on arrive à monter beaucoup plus haut, mais parce que les outils industriels ne sont pas les mêmes aussi. Mais on va dire qu'en moyenne, on est aux alentours de 15%. On espère, avec le développement de l'activité, notamment de rectangle revalorisation sur le secteur parisien, pouvoir augmenter ces taux, mais ça demande quand même pas mal de modifications, d'adaptation de nos recettes pour fabriquer nos plaques de plâtre, qu'elles soient toujours aussi conformes à toutes les normes, etc. Aujourd'hui, ce qu'on saurait faire en laboratoire, j'ai envie de vous dire, on est capable d'avoir une plaque avec 30% de recyclé, une plaque qui va bien. Maintenant, le delta, il faut aller chercher le déchet, et c'est en continuant à développer la filière qu'on arrivera, la filière, les outils, la sensibilisation, qu'on arrivera à monter ces taux. Très bien. Bien, merci à vous deux pour votre intervention qui était extrêmement claire. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. On voit bien qu'en fait, par rapport à mon introduction du discours, en fait, on est vraiment sur, Sébastien a beaucoup insisté aussi là-dessus, sur la constitution finalement d'une logistique
de partenaires qui vont permettre effectivement de mieux tracer, mieux collecter, mieux transporter, mieux traiter, comme on le voit avec Ritlang Valorisation, de manière à pouvoir répondre à la qualité attendue en fait par Signat. C'est effectivement la condition pour créer de la valeur. Et on est dans un exemple concret d'un processus circulaire de régénération d'une matière première. Et voilà, merci encore pour votre action. Et puis, je donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pareil, jeudi prochain, donc le 9 juillet à 14 h, où là, on parlera de connexion on parlera de ressources management et de connexion notamment entre donc des outils d'exploitation BIM avec des plateformes de ressources management pour pouvoir faire en sorte, là aussi, peut-être que ce qui sort du bâtiment, par exemple le plâtre, soit réacheminé de manière mieux caractérisée, par exemple dans l'écosystème en fait mis en place par ETEX et puis Ritlang. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.